Bonjour. J'ai mesuré avec les personnes qui vous ont précédé dans cette salle combien c'était pas facile de fédérer avec. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes très loin, quoi, mais on va essayer de créer de la proximité. Ouais. Non, ça fait une grande salle et j'ai l'impression de. Bon, ça va bien se passer. Merci d'être là. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis venu vous parler. Alors, ma petite zapette. D'abord, je suis venu vous raconter des histoires et ensuite vous parler de Chiloé. Chiloé, c'est une équipe de 6 personnes réparties dans toute la France que j'ai cofondée avec mon copain Ferdinand. Je vais vous parler de ça juste après. Surtout, je vais vous dire pas mal de choses. Je vais raconter des trucs. Ce qui m'intéresse, c'est que à l'issue de ça, on partage sur la manière dont ça a résonné pour vous, des questions que ça a impliquées. Je pense que j'ai peut-être un point de vue. Je raconte peut-être une histoire qui est très parisiano-centrée, peut-être. Vous me direz. En tous les cas, je serais curieux de voir comment ça résonne chez vous, que vous soyez, vous représentiez une collectivité, un office, que vous soyez prestataire, hébergeur, etc. Donc, un premier temps de présentation et un deuxième temps, hyper important, d'échange sur la base des histoires que je vous aurais racontées. Ok ? Bon, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler d'aventure. L'histoire de cette photo qui a été prise devant l'extrémité ouest de la muraille de Chine il y a 7 ans. Cette aventure, c'était un peu l'aventure de ma vie. C'est un projet que j'ai fantasmé pendant des années. J'ai toujours rêvé. En fait, quand j'étais petit, je me disais, je vais me marier et puis juste après mon mariage, je partirais dans une 4L. Je mettrais un costard parce que je pensais que pour travailler, il fallait porter un costard à l'époque. Je mettrais un costard à l'arrière de ma 4L et je partirais chercher du travail à Sydney. Et il y avait en fait ce rêve de traverser des continents par la route. En découvrant des nouveaux horizons, des nouveaux territoires, en parlant des gens. Et ce truc d'exploration, d'expédition qui était hyper fort chez moi. Et j'ai eu la chance de le transformer avec ces deux personnes que j'ai rencontrées alors qu'on travaillait au Cambodge pour une boîte qui s'appelle Enfants du Mekong. Et on bossait là-bas, près de Phnom Penh, et on est rentrés tous les trois par la route à Paris, à bord de ce petit tuk-tuk, qui est un taxi qu'on voit dans les rues de Bangkok. Celui-ci, on l'a fait construire pour qu'il résiste aux 20 000 bornes et aux 4 mois d'expédition qu'on lui a infligés pour rentrer à Paris. L'idée de ce projet, c'était pas uniquement de traverser des continents, c'était raconter une histoire derrière cette expédition. C'était l'histoire de 600 lettres qu'on transportait dans ce tuk-tuk, des lettres qui avaient été écrites par des gamins qui sont parrainés par Enfants du Mekong. Et en fait, ces lettres, on est allé les chercher dans les villages dans lesquels elles étaient écrites, et puis on les a portées de main à main aux personnes qui les parrainaient en France. Donc on a raconté l'histoire de ces lettres à travers ce grand voyage qui est matérialisé par cette petite ligne. Voilà, un voyage comme on n'en fait pas beaucoup dans sa vie, avec son lot de galères administratives, mécaniques. 4 mois complètement hors du temps pour moi. J'ai encore des flashbacks 7 ans après. Mais le problème, c'est qu'en rentrant à Paris, où j'ai habité pendant 10 ans, je me suis retrouvé dans le même état que j'étais avant, à fantasmer sur des bouquins, des vidéos, des aventuriers dont c'est le métier et qui font ça toute leur vie et qui me donnaient l'impression, moi, de passer à côté de ma vie, parce que j'étais avocat en droit des affaires à l'époque, droit maritime. J'avais un peu l'impression de passer à côté de ma vie parce que j'étais dans un bureau et que je faisais un métier que j'avais pas l'impression d'avoir complètement choisi. Et je me suis dit, mais en fait, l'aventure pour moi, c'est terminé, quoi. J'aurais plus jamais le temps, l'énergie, l'argent pour faire ce genre de projet. Et un jour, entre-temps, j'ai changé plusieurs fois de métier, et un jour, j'étais sur mon vélo, un feu rouge à Paris, et je me suis dit, allez, l'aventure, ça doit être beaucoup plus facile que l'image que je m'en fais. Je suis sûr qu'en prenant un train avec mon vélo, je peux vivre une aventure de dingue. Et le lendemain, après-midi, j'ai pris un train un train de nuit qui partait d'Austerlitz à Nice. Je crois qu'il n'existe plus, donc on est en train d'être supprimé. Et j'ai pédalé jusqu'à la frontière italienne, à Menton, et j'ai ensuite tracé une diagonale. Donc j'avais ce vélo avec toutes mes affaires là qui étaient à l'arrière. Donc et j'ai tracé cette diagonale, et en 12 jours, j'ai traversé la France. Je me suis retrouvé à la Pointe Saint-Mathieu, à l'extrémité nord-ouest de la France, en ayant en chemin dormi à la Belle Étoile ou m'étant fait
hop là, accueillir par des gens sur la route. Là, j'avais vraiment tout mon barda sur moi. Et en fait, en arrivant à l'issue de ce voyage qui était complètement dingue, qui était d'autant plus dingue que j'avais rien préparé, que j'étais parti au pied levé et que j'avais vécu ce truc-là dans mon propre pays, ben, j'ai fait ce petit tableau très simple. Il y a un tuk-tuk, un vélo. J'ai comparé ce que ça m'avait pris en temps de préparation, en investissement, en temps, en énergie, en argent, et le niveau de plaisir, de kiff, de découverte, de dépassement de soi, tout ce qui est propre à l'aventure finalement. Et je me suis rendu compte que le niveau était quasiment équivalent. J'avais rencontré des gens complètement désintéressés face aux voyageurs que j'étais et qui m'avaient proposé leur hébergement. J'avais vu des paysages complètement dingues, autant d'un côté au Laos, au Kazakhstan, de l'autre dans les Cévennes ou sur les bords de l'Allier. Et surtout, j'avais eu l'impression d'aller un peu au bout de moi-même, dans l'investissement que j'avais mis dans ce projet-là. Et du coup, là, ma définition de l'aventure, tout d'un coup, elle changeait radicalement. Et en fait, ben, j'avais toute une vie potentiellement d'aventure qui se programmait devant moi, parce que c'était beaucoup plus facile, ça prenait beaucoup moins de temps, d'énergie et d'argent de partir à l'aventure. Donc ça changeait complètement mon état d'esprit. Voilà, vous verrez avec Chiloé qu'on a l'habitude de détourner certains messages. L'aventure, je pensais que c'était loin, et après cette expérience-là, ça n'était plus tant que ça. Et à ce moment-là, j'ai en même temps découvert ce type-là, qui s'appelle Alastair Humphreys, un Anglais, qui est un grand aventurier pour le coup, qui a fait le tour du monde à vélo pendant 4 ans, qui a traversé l'Atlantique sur une coquille de noix, traversé des déserts en tirant des trucs improbables. Et ce type-là, un jour, il s'est dit, je suis persuadé et je vais prouver qu'on peut vivre autant d'aventures que j'en ai vécu en allant dans le monde entier sur ma petite île, la Grande-Bretagne, et je vais le prouver en partant à l'aventure pendant 1 an sans sortir de mon pays. C'est ce qu'il a fait. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Micro Adventures. C'est un peu lui le papa de ce terme de micro-aventure que nous on aide à populariser, qu'on a introduit en France. Une micro-aventure, c'est une aventure qui est plus près de chez soi, qui est meilleure pour la planète, qui coûte moins d'argent, qui prend moins de temps à préparer, qui est sur une durée plus limitée, mais qui procure le même niveau d'énergie, de dépassement de soi, de kiff, etc. Tout ce que je viens de vous décrire. Donc ça change un petit peu la définition de ce que ça peut être que l'aventure. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre des expériences hallucinantes et qui vous sortent complètement de votre quotidien. C'est pour ça que je vous dis, alors j'ai aucune idée individuellement quel est votre rapport à l'outdoor, à la nature, à l'aventure, etc. Donc je parle, j'ai peut-être un langage qui vous paraît, ils disent mais il est sympa ce citadin et tout. Moi je dors sous la tente tous les week-ends, j'emmène mes gamins crapahuter, etc., etc. Là je vous sers j'ai un discours beaucoup plus large. Et si vous trouvez que je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas à le signaler. Micro-aventure concrètement, partir à vélo avec 2 sacoches, traverser, je parlais tout à l'heure des Cévennes ou des bords de l'Allier. Vous connaissez, on a des territoires complètement d'une richesse et d'une diversité. Vous l'avez dans la région avec autant le marais Poitevin que la côte, que les îles qui sont dingues, qui sont autant d'opportunités pour aller découvrir et se sortir complètement de son quotidien. Là, c'est une photo d'un copain, Nico, sur le canal Saint-Denis. C'est dans le 93, à 2 pas du Stade de France. Il y a un canal qui rejoint la Seine au bassin de la Villette. C'est un copain qui part le matin avec son paddle, il prend le métro, il se met à l'eau, il gonfle son truc, et puis il s'offre cette session d'exploration complètement improbable, mais qui lui donne sa dose de découverte, de dépassement, de particularité, de différence dans son quotidien. Ça peut être aller dormir dans une cabane, dans un refuge non gardé, comme il peut y en avoir dans le Vercors ou ailleurs, bien sûr. Ça peut être aller bivouaquer pour observer les étoiles. C'est un copain, Stéphane, qui emmène des gens dans les forêts autour de Paris pour aller dormir dehors et observer les étoiles toute la nuit. On peut aller surfer, que ce soit au Léron, que ce soit ici à Crozon, en Bretagne. On peut aller observer des animaux, écouter le cerf bramer dans la forêt à côté de chez soi. Autant d'exemples de ce que aujourd'hui nous on définit comme de la micro-aventure, donc de l'aventure près de chez soi, en partant
au coin de la rue. La Défense. Alors, tout ça, ça nous a amené avec ce type-là à droite, Ferdinand, Castor. Moi, je ne me suis pas présenté, je suis Thibaut, je suis Toucan loufoque, parce que chez Chiloé, on a tous des noms de totems. Donc j'ai rencontré Ferdinand en parlant de micro-aventures autour de moi. J'écrivais des trucs sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu comment ça résonnait. J'ai écrit des petits textes sur mon aventure à vélo, là, qui faisait le parallèle avec l'histoire du tuk-tuk. Et en fait, je me suis rapidement retrouvé, mis en relation avec Ferdinand, qui était en train d'avoir la même réflexion. C'est-à-dire que lui aussi avait beaucoup voyagé un petit peu partout dans le monde. Et lui aussi, pour le coup, il habitait dans le sud-ouest. Il était tout le temps, tous les week-ends, dehors. Et il se nourrissait de nature, d'outdoor, de sport, de sensations. Et il avait l'impression, il avait ce profond sentiment que cette histoire d'aventure, de proximité, c'est quelque chose qui résonnait beaucoup notamment chez notre génération de citadins sensibles aux problématiques environnementales et de l'impact que ça peut avoir de partir à l'autre bout du monde pour vivre des sensations fortes d'aventure, etc. Donc on a commencé à bosser ensemble, on a fait plusieurs trucs. On s'est dit, on va raconter des histoires au début, on va envoyer ça à 50 copains. Donc, on a pris les mails de nos 50 copains. Et tous les jeudis matins, on s'est dit, on va leur envoyer des histoires qui les inspirent à partir à l'aventure près de chez eux. On va le faire d'une manière qui soit un peu décalée, parce qu'on ne se reconnaît pas dans la manière dont les médias outdoor, que ce soit les magazines, les trucs en ligne, en tous les cas, tout ce qui se produisait en termes de contenu outdoor, on ne se reconnaissait pas du tout dedans. On trouvait ça soit trop sérieux, soit trop naïf, etc. Enfin, on ne trouvait pas notre compte dans la manière de traiter le rapport à l'aventure et à la nature. Donc on a commencé à écrire une newsletter avec plusieurs types de contenus. Donc il y avait des tutos, comment dormir dehors quand il fait froid, comment les applis à utiliser quand on part en rando, du son à écouter, des produits qui sont appropriés, des bouquins qui vous donnent de l'inspiration, et puis des savoir-faire liés à la nature, à la faune et à la flore. Depuis le début, on a une forte dimension communautaire derrière Chiloé. C'est-à-dire qu'il y a Castor et Toucan, il y a Ferdinand et moi. Mais en fait, tous les contenus, toutes les idées, elles nous sont remontées des personnes qu'on a fédérées autour de cette idée que l'aventure, elle commence au coin de la rue. On a identifié des gens qu'on a regroupés dans des groupes Facebook. Ce sont les couvertures des groupes Facebook. Donc il y a des groupes à Paris, il y a des groupes dans les plus grandes villes de France, parce que depuis le début, notre cible, elle est profondément citadine. Donc il y en a, et à chaque fois, donc on a détourné ça un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez la SCEP, Sidi. La société, exactement, société carotte d'élevage de poulets. Nous, on a créé la société parisienne d'élevage de micro-aventuriers et on l'a décliné dans plusieurs villes de France. Pourquoi c'est important de fédérer les gens? Parce qu'on s'est rendu compte que toutes ces personnes, elles étaient en train de découvrir une nouvelle manière de partir à l'aventure près de chez eux. Elles se reconnaissaient dans le message de Chiloé, mais elles avaient besoin de rencontrer ou d'échanger avec des personnes, échanger des idées, des infos pratiques, du matériel ou de partir ensemble. Donc ça a été une des premières actions qu'on a mis en œuvre sur Chiloé. Là, je vous raconte un petit peu l'historique du projet et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Puis ensuite, j'en reviendrai à ce qu'on fait aujourd'hui et en quoi ça peut être pertinent pour les questions que vous posez en venant ici. Depuis le début, pareil, un ton un peu décalé. On détourne pour en fait parler aussi de manière plus large. On s'est rendu compte aussi que dans l'outdoor, la nature, l'aventure, il y avait uniquement un certain type de personnes qui lisaient ce genre de contenu. Nous, par le ton décalé, on cherche à intéresser plus de monde. Il y a beaucoup de références culturelles françaises dans tout ce qu'on fait pour toucher plus de monde. On a sorti aussi un bouquin qui s'appelle le Guide Chiloé Paris. Pourquoi est-ce qu'on a sorti un bouquin? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, en constituant cette communauté, en fait, une communauté, c'est quoi? C'est des mails, c'est des profils sur Facebook. Mais en fait, si on n'échange pas directement avec elle, on ne sait pas du tout quels sont ses freins, quelles sont ses questions, les besoins auxquels on peut répondre, comment est-ce qu'on peut la nourrir. Donc un truc qu'on fait depuis le début, c'est d'échanger. On parle énormément, on appelle les gens, on leur envoie des mails, on crée des questionnaires pour comprendre quels sont leurs freins pour partir à l'aventure, comment est-ce que Chiloé peut les aider à partir à l'aventure près de chez eux. Et en fait, les
freins qu'on a identifiés, il y en a 3, il y en a 4 plutôt, mais on répond à 3 sur 4. C'est des manques d'idées, c'est-à-dire qu'un Parisien, un Bordelais, un Lyonnais, il sait qu'en se pointant à Roissy, il peut partir à Bali ou à Costa Rica, mais il ne sait pas qu'il y a le parc du Gâtinais, il ne sait pas comment aller dans le Vexin, il ne sait pas qu'il y a la côte d'Albâtre qui est complètement, qui est assez dingue, à 1h30, qu'il peut visiter en randonnant. En fait, les gens n'ont pas les idées, la plupart, hein, les gens en tout cas auxquels on s'adresse, n'ont pas les idées pour partir découvrir la nature près de chez eux. Le deuxième truc sont les informations pratiques. L'information, elle est un petit peu dispersée sur le web. Nous, on s'est dit qu'on allait devenir le tiers de confiance, de référence pour avoir des informations pour partir à l'aventure. Tout ça, on l'a réuni dans un guide papier qu'on a. Alors, on a fait un truc pas bien, c'est-à-dire qu'on a vendu un guide qui n'existait pas. On a créé cette page et on a dit regardez, il y a un guide dans lequel il y a des idées et des infos. En fait, il n'existait pas et on l'a vendu et ça a vachement marché. Et du coup, on était obligé de le faire. Donc on a eu 2 mois pour sortir ce truc-là, et c'est là que le pouvoir de la communauté a vachement aidé. C'est-à-dire que toutes les informations, toutes les infos qui sont dans le guide, ça a été notre boulot d'aller les sourcer auprès des gens, pouvoir les raconter avec le ton un petit ton spécifique qu'on avait créé, ce ton un petit peu décalé, qui parle aux gens, parce que ça voilà, on se prend pas au sérieux, quoi. Depuis le début de Chiloé, on essaye de faire les choses avec sérieux, sans se prendre au sérieux, et ça se reconnaît dans la manière dont on communique. Donc ce guide, on y trouve concrètement Kim Kardashian qui dit qu'elle s'est mise à l'escalade. Donc il était. On y trouve des idées pour partir à l'aventure, pour partir près de chez soi. On trouve des manières, des explications sur comment s'équiper. Tout ça parce que on avait identifié comme étant des questions que les gens, que les citadins, dans notre cible, se posaient pour faciliter leur passage à l'action. Ça, c'est un vrai, pour le coup. Yann Arthus Bertrand, qui a lu le bouquin, qui a bien aidé, qui a bien aimé. On a créé l'équivalent en ligne de ce guide, mais pas uniquement pour les Parisiens. Parce qu'on s'est rendu compte au début, on avait consolidé notre base parisienne, on s'est rendu compte que Chiloé, ça parlait à plus de monde. On a vu que ça commençait à ouvrir la newsletter dans le sud, dans le sud-ouest, aussi pas mal dans le nord et dans l'ouest. Donc, on s'est dit, on va parler à plus de monde. Donc on a commencé à sourcer des idées de micro-aventures un peu partout en France. Vous voyez qu'il y a une grosse concentration. La Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté est assez active. Vous voyez que dans la région ici, même en tout cas dans le sud-ouest et vers chez vous, on a un petit peu moins de monde, un peu moins de gens qui nous remontent des idées. Il y a un questionnaire très, très simple sur le site qui permet de proposer des idées de micro-aventures. Donc ça nous est remonté. On appelle la personne, ça nous paraît pertinent. On a un gros enjeu de représentativité des territoires, et du coup, c'est pas parce qu'on fait mal notre boulot sur le sud-ouest, c'est que pour l'instant, pas grand monde dans le sud-ouest nous contacte, et surtout de représentativité des types de pratiques et d'activités. On n'est pas un site de rando, on n'est pas un site de vélo, on est un site qui explique tout le potentiel qu'il y a à aller passer du temps dehors, que ce soit en faisant du ski de rando, en faisant du kitesurf, en faisant du vélo, du paddle, ou même en allant chercher un fromage près de chez soi en courant. Par exemple, un truc qui fonctionne le mieux à Paris, c'est aller chercher du brie de Meaux à vélo. Meaux, c'est à 50 km de Paris. Les gens sortent de Paris en suivant le canal de l'Ourcq, et puis ils reviennent en train. C'est un truc tout simple, tout con, mais c'est un truc qui cartonne chez les Parisiens. Voilà, donc ça c'est le site tel qu'on l'a créé aujourd'hui. Donc on représente on aspire à être présent sur tout le territoire. On veut surtout pas qu'il y ait des dizaines et des centaines d'expériences. Aujourd'hui, il y a 100 plans sur le site, et on est fier qu'il y en ait si peu, entre guillemets, parce que chacun de ces plans, on l'a vraiment travaillé. C'est-à-dire qu'on l'a travaillé avec le contributeur en l'estampillant, en s'assurant qu'il respecte bien le cahier des charges Chiloé, de proximité, que ce soit pas trop cher, que ce soit facile d'accès. Et donc maintenant, aujourd'hui, il y a des itinéraires à suivre en canoë, il y a des petites adresses de cabanes, il y a même des restos dans la nature, et puis il y a des challenges, plein d'idées pour, si vous n'avez rien prévu ce week-end et que vous habitez en ville, que vous n'avez pas connaissez pas bien les pratiques outdoor, vous n'êtes pas trop la nature, ça vous effraie un petit peu, vous avez toutes les idées, toutes les infos qui vous permettent d'aller dehors.
Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est raconter des histoires. Je vous parlais tout à l'heure des facteurs du Mékong, des histoires de lettres. Je crois vachement au potentiel des histoires pour stimuler l'imaginaire des gens, leur donner envie, pour ensuite leur donner toutes les clés de passage à l'action qu'on peut trouver sur le site. Donc les histoires, on s'en sert pour créer de la notoriété autour du projet, inspirer, et ensuite que les gens viennent chez nous pour trouver des idées concrètes et des infos concrètes pour passer à l'action. Donc il y a plusieurs histoires dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis parti l'été dernier, au pôle sud de la France. Il y a dans les Pyrénées orientales, il y a une petite commune qui s'appelle La Manère, qui est la commune la plus au sud de la France, et au-dessus, il y a une montagne qui s'appelle le Puig de Comanegra, et il y a un point GPS qui est le pôle sud de la France, le point le plus au sud de la France continentale. J'y suis allé avec ce type-là, Mathieu, qui a 26 ans et qui est membre de la Société des explorateurs français, qui est un type qui a atteint le pôle sud en solitaire, sans assistance, l'année dernière, en janvier l'année dernière. Et quelques mois après, moi je l'ai emmené au pôle sud Chiloé, donc le pôle sud de la France continentale, et on a raconté l'histoire de je pars de chez moi. Littéralement, on est parti de Paris un matin. Moi, j'habite aujourd'hui dans le 19e arrondissement, au but de Chaumont. J'ai pris mon vélo, je l'ai descendu parce qu'il dort dans mon appartement, et puis on a pris la route, on est sorti, et puis en 10 jours, on a atteint, en 7 jours, on a atteint le pôle sud Chiloé. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça et qu'on l'a raconté sur les réseaux, on a sorti un film là-dessus? C'est pour montrer que il n'y a pas besoin d'être Mathieu Tordeur, d'aller chercher 100 000 euros de financement et de passer un an de préparation, d'être une bête physique pour aller pour atteindre le pôle sud. En fait, il suffit d'avoir un petit vélo et puis de trouver un peu une idée à la con, c'est-à-dire le pôle sud, il peut être en France en fait, et puis je pars à l'aventure et l'expérience que je vis, elle est de toutes les manières extraordinaire. Elle me sort complètement de mon quotidien. Un autre truc aussi, avec un autre copain qui s'appelle Jérémy Villet, qui est avec Vincent Munier, l'un des photographes animaliers les plus reconnus. Lui, il vient de recevoir le prix Rising Star là, du BBC, Wildlife Photographer, pardon. Donc c'est un type qui a une connaissance hyper pointue des milieux polaires. Lui, son job, c'est de rapporter des photos comme celle-ci, d'un bœuf musqué en Laponie. En ce moment, il est au Canada, entre le Canada et l'Alaska. Son job, c'est de rapporter des photos toutes blanches, des animaux dans le grand blanc, dans le grand froid. Il a 25 ans, il a déjà les pieds complètement gelés quand il revient ici. Des gros problèmes de circulation. Son métier est très extrême, c'est un véritable aventurier. En même temps, un sacré poète, parce qu'il veut vraiment montrer une dimension de rêve et d'imaginaire très forte dans ses photos. En fait, c'est un type, j'ai découvert son travail sur Instagram, je l'ai contacté, je voulais comprendre à quoi ressemblait son métier et son quotidien en fait de photographe animalier, ça me faisait complètement fantasmer. Et en fait, j'ai découvert avec lui, en lui parlant de ses histoires de micro-aventures, que lui, ses aventures au quotidien, il n'est pas tout le temps dans ses contrées polaires. En fait, lui, il habite en forêt de Rambouillet, et son quotidien, il est plutôt à observer et photographier des cerfs autour de sa maison. Et il m'a emmené observer les animaux à 40 minutes de train de Paris. Moi, j'étais le petit citadin qui arrivait et qui était complètement éberlué. Mais lui, il fait un parallèle hyper évident entre le job et les expéditions qu'il fait aux confins de la planète et ce qu'il fait au coin de chez lui. Donc ça, c'est des histoires qu'on imagine et qu'on raconte pour montrer que l'aventure, pour le coup avec un grand A, elle n'est pas aussi inaccessible qu'on peut l'imaginer. Avec un petit peu d'imagination, on a un terrain de... Alors j'aime pas trop dire un terrain de jeu, mais en tout cas un terrain d'expérimentation qui est hyper important, hyper riche en habitant en France. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Depuis le début, avec Chiloé, il y a une forte... on s'est rejoint avec mon associé Ferdinand Castor sur des valeurs qui sont que on est dans une époque assez particulière. On est une génération qui se sent assez porteur d'une forte responsabilité dans sa manière de consommer, de manière de répondre à ses besoins, que ce soit dans la manière de se nourrir, la manière de se déplacer, la manière de travailler. On se pose la question de l'impact de tout ce qu'on fait sur l'environnement. Et du coup, l'impact de nos aspirations d'aventure, de découverte, de voyage, quel est son impact sur la nature et sur l'environnement. Il y a plusieurs personnalités qui nous ont inspirés depuis le début avec Chiloé. La première, alors Cousteau, il a fait beaucoup de choses, mais il a dit un truc un jour qui est on aime ce qui nous émerveille, on protège ce que l'on aime.
Et en fait, ce truc-là, ça nous drive dans le projet, dans le Chiloé, parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas la nature, et c'est le cas malheureusement de pas mal de citadins autour de nous, vous avez peut-être un mode de vie, vous qui est peut-être plus proche que ce que je suis en train de vous décrire. En tous les cas, beaucoup des gens, les personnes que je fréquente, les amis, les collègues, etc., ont une connaissance très limitée, sont très consuméristes dans leur consommateurs, pardon, dans leur rapport à la nature. Et en fait, l'approche de la micro-aventure, c'est comment est-ce que j'ai une approche beaucoup plus sobre de la manière de passer du temps dehors. Et j'ai pas besoin d'aller surfer au Costa Rica. C'est tout aussi sexy d'aller crapahuter dans le Jura. Et c'est vraiment le sexy. Quand je dis sexy, c'est ce que ça m'apporte en termes de plaisir, de tout ce que l'aventure et la découverte peut apporter. Pourquoi je disais ça? Cousteau. Ensuite, Pierre Rabhi, sobriété heureuse, c'est un truc qui résonne chez nous, chez Chiloé depuis le début. Comment est-ce que ces nouvelles manières de consommer, notamment de se déplacer, de se rendre compte que y en a qui sont beaucoup plus que l'avion, c'est un impact beaucoup plus important que de prendre son vélo. Comment est-ce que ces trucs-là, ces manières de changer son comportement, comment est-ce que c'est pas vécu comme une punition? Mais comment est-ce que je me rends compte qu'en faisant moins, en faisant avec moins, c'est tout aussi bon? Comment est-ce que le moins mais mieux vient s'incarner dans les différents aspects de ma vie quotidienne, et notamment dans ma manière de partir à l'aventure, de partir à la découverte des territoires qui m'entourent. On s'est pas mal inspiré aussi par ce type-là qui s'appelle Yvon Chouinard, qui a monté une boîte qui s'appelle Patagonia, qui est un empire, qui est un énorme business, mais qui depuis le début se pose la question de la manière de limiter l'impact environnemental de son business. Un amoureux de la nature, qui, malgré le fait qu'il est, mine de rien, partie prenante de l'industrie la plus polluante de la planète, qui est la mode, l'une des industries les plus polluantes de la planète, qui est la mode, réfléchit sans arrêt à la manière de limiter son impact sur l'environnement. Donc voilà trois des figures qui inspirent Chiloé et qui font que ce projet transpire certaines valeurs depuis le début. Aujourd'hui, donc ça c'était voilà d'où on vient, voilà ce qu'on a fait un petit peu dans le désordre pendant les premières. Ça fait 3 ans que Chiloé existe. Au début, on y est allé uniquement par passion, à l'instinct, en faisant des choses qui nous faisaient plaisir. On gagnait pas d'argent, on faisait d'autres métiers à côté. C'était un projet sur le côté. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que le discours qu'on avait et les expériences qu'on mettait en avant, ça parlait à beaucoup de monde, notamment des citadins, c'est plutôt CSP+, plutôt trentenaire, bobo, écolo, ce que vous voulez. En tous les cas, dans cette tranche de truc, on avait le discours de Chiloé avait une forte résonance. On s'est posé la question, mais ok, alors on pensait qu'on écrivait juste une newsletter, apparemment on est en train de monter une boîte. Cette boîte, quel impact on veut qu'elle ait? Moi, j'ai juste avant Chiloé, travaillé dans un projet qui s'appelle Ticket for Change. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est une boîte qui a pour objectif d'identifier des gens qui montent des projets à impact sociaux et environnementaux, des entrepreneurs du changement. Comment est-ce qu'on les accompagne dans leur passage à l'action? Comment est-ce qu'on crée des boîtes qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement? Et du coup, moi, je venais de ce background-là, et en fait, du coup, en créant Chiloé, je me dis, mais en fait, quelle valeur, quel impact on veut avoir à travers ce projet. Et donc on a identifié les problèmes auxquels on cherche à résoudre. Le premier, c'est concrètement beaucoup des gens qui nous entourent et dans la cible à laquelle on s'adresse ont un mode de vie très déconnecté de la nature. Il y a ce truc-là qui revient sans arrêt. J'ai vu encore un article là-dessus hier. Il disait que les adolescents américains peuvent reconnaître 1000 logos de marques, 1000, mais sont bien incapables de différencier les différentes feuilles des arbres. C'est à peu près là. Alors, encore une fois, là, je grossis. Je ne sais pas dans quelle mesure ça s'applique aux ados français. Je pense qu'il y a des ordres de grandeur qui sont peut-être similaires. Mais en tous les cas, de manière générale, il faut bien admettre qu'en tant que citadin, on est enclin à adopter un mode de vie qui est très déconnecté de la nature. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens s'en rapprochent avec cette histoire de Cousteau et de ce qu'il nous a raconté. Deuxième problème, premier problème, c'est qu'on perd quand on veut aller passer du temps dehors, près de chez soi,
qui ont vu des expériences un petit peu différentes, qui nous sortent de notre quotidien, qui nous permettent d'être dans la nature. On a du mal, à trouver des idées. Plusieurs trucs, elles sont souvent éparpillées, elles sont souvent incomplètes, et elles sont souvent de qualité aléatoire. Ce truc-là, je ne l'invente pas, c'était le problème auquel nous, on était confrontés avant de monter de Chiloé en tant que Parisiens, c'est-à-dire que vous êtes Parisien, citadien, peut-être de manière générale, arrive le vendredi soir, vous n'avez rien prévu, en fait, si vous voulez aller passer du temps dehors, il y a à peu près aucune... Vous pensez qu'il n'y a aucune possibilité. Et ce qu'on a fait avec Chiloé, ce qu'on a rendu possible, c'est de picouser les gens, de les mettre sous perfusion d'idées et d'infos qui vont qui vont augmenter leur capacité de passer à l'action. Ressources existantes, on a toujours trouvé nous un petit peu vieillottes, un peu fourre-tout. En tous les cas, il n'y avait pas de tiers de confiance sur lesquels on pouvait trouver les bonnes idées et les bonnes infos pour passer à l'action. Autre truc, il y avait, si on n'avait pas des copains passionnés de ski de rando ou de trail ou de surf ou de kitesurf, ce que vous voulez, en fait, on ne savait pas vers qui se tourner pour demander des conseils et des recommandations. Ensuite, si vous n'aviez pas anticipé le truc, on a à Paris, et chez les gens de mon âge, je dis beaucoup Paris, mais c'est le cœur de cible du projet au début. Maintenant, on est en train d'un peu d'élargir, heureusement. À Paris, il y a ce truc qu'on appelle la doodleisation de notre existence. C'est-à-dire que les gens, pour planifier des trucs ensemble, ils font des doodles. Vous voyez, cet outil de planification. Et en fait, à force de faire des doodles, on n'a plus aucune liberté. C'est-à-dire qu'on se retrouve engagé dans des trucs de week-end en week-end, et c'est impossible de partir au pied levé, vivre des aventures spontanées. Et du coup, nous, ce qu'on a créé avec les communautés de Chiloé, ce sont des groupes dans lesquels on peut proposer de partir en groupe avec des gens qu'on ne connaît pas, mais dont on sait qu'ils partagent les valeurs du projet. Cinquième frein, on n'a pas forcément le matériel. Je l'ai mis en jaune parce que ce n'est pas un truc auquel on s'adresse, nous, pour le moment. Donc ce qu'on propose pour y répondre, nos métiers, c'est d'inspirer. Alors inspirer, c'est montrer que c'est possible, en racontant des histoires, comme je vous disais tout à l'heure. Mais surtout, nous, la valeur qu'on veut avoir, c'est de guider, c'est-à-dire donner des infos qui sont vraiment tournées vers le passage à l'action. Il y a plein de médias, de ce que vous voulez, de sites outdoor qui peuvent vous nourrir de belles images, qui vont vous donner envie, qui vont vous faire rêver sur la beauté de certains paysages. Mais en fait, si c'est pas tourné passage à l'action, si ça vous donne pas des petits pas à réaliser, pour nous, ça ne sert à rien et ça ne remplit pas la mission de Chiloé, qui est de faire en sorte que les gens aillent passer plus de temps dans la nature. Fédérer, j'en ai parlé tout à l'heure avec les communautés. C'est un truc dont on ne pensait pas qu'il avait tant de valeur que ça au début du projet. Mais aujourd'hui, les groupes Facebook dont je vous parlais tout à l'heure, les sociétés d'élevage de micro-aventuriers, ce sont des groupes hyper dynamiques sur lesquels tous les jours, il y a des gens qui proposent de partir ensemble, il y a des gens qui échangent du matos, il y a des gens qui font des retours d'expérience, ce sont des mines d'or pour avoir des idées pour partir dans la nature autour des grandes villes. Donc notre métier, on aime dire que c'est élever des micro-aventuriers. C'est encore une fois une manière détournée de dire qu'il y a des personnes qu'on cherche à accompagner. Et notre boulot, c'est de faire en sorte que plus ils soient confrontés à Chiloé, plus ils soient plus ils lisent de Chiloé, plus ils aient envie de passer du temps dehors. Donc on fait plusieurs choses aujourd'hui. On est un guide, donc avec une action très, un prisme très passage à l'action. Donc là, concrètement, on bosse avec les régions, les offices de tourisme et les membres de notre communauté pour sourcer des expériences, des plans qu'on vient tester, puis raconter, et enfin diffuser via notre site, nos newsletters et les réseaux sociaux. On a un média, donc là, pour le coup, un petit peu plus inspirationnel. Comment on crée des contenus, que ce soit vidéo, photo, plutôt texte. Depuis le début, on est très texte. Qui parle d'un mode de vie plus sobre, et on dit plus cool parce que ce que je vous disais sur la sobriété heureuse, la sobriété c'est pas forcément chiant, c'est pas forcément plombant, on peut trouver beaucoup de bonheur à faire mieux avec moins. Et ensuite, l'événementiel, on organise des événements qui fédèrent les gens qui se reconnaissent dans les valeurs de Chiloé, pour pas uniquement être des profils Facebook ou des adresses email. On est hyper vigilant à rencontrer les gens pour de vrai. Heureusement qu'on le fait. Hop là.
Notre communauté, je vous en parlais tout à l'heure, les personnes auxquelles on s'adresse, leur centre d'intérêt, le profil sociologique, je vous dis beaucoup plus citadin, alors très parisien au début, et encore une fois ça s'élargit de plus, on voit l'activité des groupes en région qui est en train d'exploser, on voit les ouvertures des newsletters, c'est de plus en plus en dehors de Paris, heureusement, et ça nous rassure sur le fait qu'on n'a pas un discours uniquement on n'est pas des Parisiens qui parlent pas. Et encore une fois, l'équipe aujourd'hui est plus du tout parisienne, parce mon associé est installé à Annecy, moi je m'installe dans le Morbihan, et puis l'équipe est sinon à Biarritz, à Lille, pardon, on a le graphiste qui est à Paris. Voilà comment dire, les canaux sur lesquels on s'appuie pour diffuser nos idées, nos contenus, etc. Le print, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment capitaliser, parce qu'en fait, ça fait du bien de retourner à des contenus qui restent en ligne. C'est tellement frustrant de faire des choses dont la durée d'existence finalement est liée à une newsletter, un post Instagram. Après, les gens le retrouvent, ça travaille en SEO, en référencement naturel. C'est important de produire du contenu en ligne. Mais en fait, nous, on a tellement de plaisir à voir le guide Chiloé quand on arrive chez des gens, de voir que des gens nous disent, ils le lisent dans leur lit, aux toilettes, dans leur salon, et qu'en fait, ça les inspire pour partir le week-end. Ça a beaucoup plus de valeur pour nous, et du coup, on est en train de travailler sur d'autres guides papier par région et par verticale, par activité. Hop là. Bon, voilà, donc ça c'est plutôt les partenaires avec lesquels on bosse. Concrètement, ce qu'on propose quand on travaille avec des destinations, parce que la question que vous allez peut-être vous poser, c'est concrètement, est-ce que vous gagnez de l'argent? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui? Nous, notre boulot aujourd'hui, c'est de travailler avec les destinations, donc les offices, les régions. On a travaillé avec le Marais Poitevin, on travaille en ce moment avec la Somme, on travaille avec Savoie-Mont-Blanc, avec les Landes de Gascogne, etc. Et l'idée à chaque fois, c'est d'allier leur connaissance de leur territoire et nous d'arriver en disant, on sait ce que recherche notre cible, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Et à partir de ça, on va imaginer des plans qu'on mettra en avant sur notre site. On va les raconter à la sauce Chiloé, avec le côté décalé, avec les jolis visuels. Et à ça, on va y allier votre connaissance du territoire. Et ça permet de créer les plans dont on injecte toutes les semaines le site. Donc là, on a travaillé sur Retour vers le futur. Donc il y a à chaque fois des références décalées. On a travaillé là avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la mise en avant du plateau de Retors, qui est pas très connu, qui est dans le Bugey, dans l'Ain, qui est une destination assez dingue pour faire des balades en raquettes, du ski de fond, avec des super hébergements. Donc on a travaillé d'abord avec la destination en amont pour imaginer l'expérience qu'on allait faire vivre à l'ambassadeur qu'on allait envoyer. La destination avait envie de mettre sur ce plan-là en avant le fait que c'était un plan idéal pour les familles. Donc nous on a trouvé une famille dans notre communauté avec le papa était photographe, donc c'est génial, ça permet de ramener des super visuels et ils ont vécu l'expérience. Ensuite moi je les ai interviewés pour raconter le plan à la sauce Chiloé. Donc c'est ça la valeur qu'on vient apporter, et ensuite bien entendu la capacité de diffusion sur une cible très ciblée. Donc on a fait également une opération avec le PNR des Landes de Gascogne sur la LAIR, pardon, avec c'est un peu la forme que prend le plan. Là vous voyez si vous allez sur notre site, donc la cover avec le titre des tournées, un petit texte de 200-300 mots qui décrit concrètement l'expérience qui a été vécue. Donc c'est hyper important pour nous que l'expérience, le plan soit incarné par quelqu'un de chez nous, par quelqu'un de notre communauté. Puis ensuite, vous avez les informations de base, informations pratiques qui permettent de dire, OK, alors la saison idéale, c'est ça, le contact de l'hébergeur, c'est ça, s'il y a un guide qui est conseillé, j'ai son contact, je peux directement organiser mon expérience. Puis vous voyez le petit rond là en bas à droite, là c'est ma tête, il y a un petit chat qui permet directement de répondre aux questions que les gens se posent sur le plan si malgré tout il manque des informations. On crée ce plan-là, on crée des vidéos si c'est la demande du client.
Et voilà. On organise aussi des expériences. Donc là, on bosse aussi avec des marques. Là, avec The North Face, on a organisé un Monopoly géant, parce que c'était un des plans qui était dans notre bouquin, là, le guide Chiloé Paris. Et c'est un truc, donc Drive to Store, là, qui permet de ramener du monde sur les boutiques de North Face, tout en offrant une expérience qui est de la valeur pour la communauté. Travailler aussi avec une marque Merrell qui fait des pompes de trail pour les emmener des gens en forêt de Fontainebleau. Bon, on organise tout un tas d'expériences qui viennent répondre aux besoins de la marque ou de la destination, qui ont de la valeur pour la communauté. Et en fait, c'est nous qui faisons le lien entre les deux, entre comprendre ce que peut offrir la marque ou la destination et ce qui peut répondre aux aspirations et aux demandes des personnes auxquelles on s'adresse. On imagine aussi des micro-expéditions, c'est je vous disais tout à l'heure ce qu'on avait fait avec Mathieu Torder là, sur le pôle sud Chiloé. Donc là pareil, on a embarqué des partenaires, création d'un film, diffusion, on crée des événements de projection sur lesquels on engage les gens qui nous suivent également. On a une newsletter qui part tous les jeudis matins, qui est un peu le rendez-vous depuis le début. Ça fait 3 ans qu'elle part tous les jeudis matins, avec à chaque fois c'est une bonne idée par semaine. Alors ça peut être, là, ce matin c'était une cabane dans l'Oise, un plan parfait pour partir en amoureux pour la Saint-Valentin par exemple, parce qu'on sait que c'est un truc que les gens recherchent. On sait que les cabanes, pardon, ah, je crois qu'il y avait une question. Non, ok. Qu'est-ce que je disais? Ouais, que les cabanes, les hébergements atypiques, ça fonctionne bien. Voilà. Et après, on cherche aussi, il n'y a pas que des plans. Donc on cherche aussi, je vous parlais tout à l'heure d'inspiration, on parle aussi de bouquins, de films, quels sont les trucs sur Netflix qu'on peut regarder et qui vont vous donner envie de partir à l'aventure. Donc dans les newsletters, vous avez soit des plans, soit des contenus plutôt mode de vie Chiloé. Donc ça peut être autant des idées de cadeaux, de produits qui durent, qui soient faits en France et qui ont une connotation outdoor nature. Et puis il y a des challenges aussi pour impliquer les gens de manière hyper pratique. Oui, pardon, question. Oui, j'avais une question, Brigitte Bloch, Comité régional du tourisme. Est-ce que votre communauté, vous différenciez les aventures sponsorisées, enfin je ne sais pas comment les appeler, oui, c'est-à-dire cofinancées, etc., du reste des aventures? Comment ça se positionne? Parce que moi, il me semble que dans la communauté que vous avez créée, il faut que les choses soient très claires, parce que si vous créez un style, une dynamique, vous engagez les gens à s'engager. Oui. Comment on différencie ça? Et du coup, voilà, comment ça se positionne et pour le client qui fait et pour votre communauté? Ouais, c'est une très bonne question. On met, alors c'est affiché dans la newsletter. C'est pas affiché sur le site pour le moment. On n'a pas encore réglé ça sur le site. En tout cas, dans la newsletter, il y a marqué en partenariat avec la destination. Ça permet d'être transparent auprès des gens auxquels on s'adresse, qu'on a été rémunéré pour ça. Et après, c'est aussi à nous c'est aussi à nous, et c'est notre métier en fait de raconter sans que ce soit trop aguicheur, vendeur, etc. Et c'est pour ça que c'est hyper important qu'à chaque fois ce soit incarné par quelqu'un de chez nous, pas forcément d'équipe, mais en tout cas de la communauté, et qui nous raconte son expérience sans filtre, et que nous ensuite oui. Vous conservez une forme de liberté éditoriale. Comment vous gérez ça? Je prends l'exemple de l'Alert, parce que c'est sur un territoire que je connais. Oui. Est-ce que on vous avait dit c'est ce qu'on veut, et vous vous êtes dit ok, là on peut vivre une expérience qui est en lien avec notre style, notre ligne éditoriale. Comment vous gérez ça avec les destinations qui font appel à vous? C'est une très bonne question. On a une réunion préliminaire sur concrètement comprendre le territoire. Le client, il a vu ce qu'on proposait déjà sur Chiloé, donc déjà il nous propose une liste d'expériences qui lui paraissent remplir les attentes du type de plan qu'on propose, et on le sélectionne ensemble. Ensuite, typiquement sur l'Alert, nous il fallait qu'il y ait une partie des hébergements qui se fasse en bivouac, parce que c'est quelque chose qu'on cherche à mettre en avant. Il fallait que ce soit un certain type de lieu de restauration aussi. Il fallait pas que ce soit un truc il fallait qu'il y ait une certaine authenticité aussi dans les produits qui allaient être servis. Donc on le construit ensemble. Et le fait de travailler avec le client main dans la main, ça nous permet de profiter, et en tout cas de capitaliser sur sa connaissance
sa connaissance du terrain. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la Somme, où il y a pas mal d'allers-retours, notamment, en train de travailler sur 4 micro-aventures, une à vélo, une en kayak, une en surf, et une deuxième à vélo. Et en fait, on leur écrit l'expérience idéale qu'on chercherait à faire vivre à la personne qu'on va y envoyer. Et les personnes de la région, de l'office, pardon, nous disent on a pensé à tel hébergement, on a pensé à tel itinéraire, on a pensé à telle activité que vous pourriez faire en chemin, et on dit go, no go, c'est nous qui choisissons. Ok, je continue. Alors, ça, c'est les exemples de newsletters. Bon, d'autres types d'opérations, je ne sais pas si on a envie de parler de tout ça. Le dernier truc sur lequel que je voulais mettre en avant sur ce qu'on fait au quotidien, c'est aussi la création d'événements. C'est bien beau de parler à des gens en ligne, sur un chat, sur le site, d'envoyer une newsletter, sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a un moment où on a envie de voir les gens, on a envie même si on leur parle régulièrement, je vous disais tout à l'heure qu'on est souvent au téléphone pour comprendre qui y a derrière ces emails, qui y a derrière ces profils Facebook, ces comptes Instagram qui nous suivent, comprendre quels sont les vrais gens derrière, comprendre quels sont leurs freins, comment est-ce qu'on peut mieux communiquer, mieux adresser leurs besoins. On crée des événements, on n'en fait pas beaucoup, on en fait 2 dans l'année, toujours cette histoire de moins mais mieux, mais on essaye de bien les faire. Il y en a 2 qui sont prévus cette année. Il y en a un à la Fondation Good Planet, qui est un lieu qui a été créé par Yann Arthus Bertrand, avec 3000 personnes qui sont attendues début juillet. L'idée, c'est de faire un guide Chiloé, donc le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, en version événement, c'est-à-dire qu'il y aura de l'inspiration, il y aura des ateliers pratiques, reconnaître les feuilles des arbres, apprendre à faire son sac pour partir en week-end, reconnaître les oiseaux, etc., etc. Savoir-faire, faune, flore. Et ensuite, une dimension festive qui est toujours et un peu déconne, pas se prendre au sérieux, qui est propre à ce qu'on fait depuis le début. Il y a également un événement qu'on organise sur la montagne au Semnoz, au-dessus d'Annecy, et qui est la 3e édition aura lieu cette année. L'idée, c'est pour le coup, c'est une dimension un petit peu plus, intime. Merci. Avec 150, c'est 150 cette année, participants, avec l'idée d'être toujours dans l'inspiration. Donc, il y a ce qu'on appelle des conférences, un peu des conférences TEDx, dans un amphithéâtre naturel, sur la thématique de vivre mieux avec moins. Il y a des expériences, donc micro-aventures, donc il y a de la rando, il y a des ateliers, apprendre à mieux connaître la nature, toujours. Et pareil, toujours la dimension festive. Voilà ce que je voulais vous présenter de ce qu'on fait aujourd'hui chez Chiloé. À présent, je veux bien qu'on échange sur vos enjeux, de quelle manière est-ce que ça parle à ce que vous faites vous au quotidien, quel que soit votre métier, votre statut. En tout cas, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que je viens de vous exposer? Merci. Oui. Alors, Chiloé, chill away. Nous, on le traduit par s'évader dans la nature, mais comme on dit, ça n'a jamais été vérifié par un Américain d'Amérique. En tous les cas, et puis surtout, ça s'inspire du nom de l'île Chiloé au Chili, dont les couleurs ont inspiré la première charte graphique de Chiloé. Et alors, ça paraît peut-être un petit peu alambiqué, mais en tout cas, on s'est surtout rendu compte que les gens le retenaient vachement bien, et donc on l'a gardé. Oui. Oui. Alors, exclusivement ou pas? Non, alors, il y a plusieurs niveaux comment dire. On a des gens qui sont en famille, on a des gens qui n'ont jamais planté une tente, on a des gens qui sont plutôt experts dans leur pratique. On s'adresse vraiment à tous les niveaux de pratiquants de l'outdoor et de la nature. Et ça, on a à cœur de le transmettre, de le traduire dans la diversité des plans qu'on crée sur le site. C'est-à-dire que là, on est en train je vous parlais du plan en famille sur le plateau du Rotor, mais on va aussi parler de faire mon premier 4000 en allant en haut du Mont Paradis. Et donc là, il y a une dimension un petit peu plus d'expertise, de connaissance de la montagne propre à ce plan-là. Donc on a un panel, en tout cas une diversité dans notre audience à laquelle on essaye de répondre par la diversité des plans qu'on crée. Mais effectivement, il y a des trucs plus physiques que d'autres. Oui.
sur notre secteur. Merci. Je n'arrive pas à voir le parallèle. Ça, c'est la première question que je vous pose. Et puis la deuxième, c'est plus une réflexion, c'est que je me rends compte qu'en fait, au départ, il y avait le papier. On est parti vers le tout numérique. On nous a beaucoup poussé vers ça. Et en fait, vous, votre plus belle fierté peut-être de cette aventure, ça a été de créer un guide papier. Et je me pose maintenant la question, je me dis, mais au fond, on a tous tourné le dos au papier, parce qu'il y a encore 20 ans, 15 ans, le guide Gîtes de France, c'était une référence. Moi, les autres, ils venaient il y a 15 ans, ils venaient chez moi avec leur guide sous le bras. On nous a dit après, ben non, ça c'est fini, maintenant, et voilà. Et en fait, je me rends compte, et quand vous avez dit, les gens vont se coucher avec, ou peuvent aller aux toilettes avec, ou peuvent l'emmener, en fait, bon, ça c'est plus une réflexion, mais je me rends compte qu'au fond, c'est peut-être ça le Graal maintenant, de revenir au papier. Voilà. Mais pour la première question, je vois pas trop l'application de ça. Enfin, je vois pas trop par rapport à nous, ce que ça, comment, je sais pas, où j'ai pas bien compris. Voilà. Vous choisissez notre hébergement pour être dans votre. Oui, oui, mais ou notre région, enfin. Mais là, voilà. Alors, je vais répondre. Oui. Ouais, ok. Alors, moi, comment dire, la pertinence de mon intervention, c'est juste vous expliquez que ce truc-là, alors au-delà de Chiloé, la micro-aventure, la proximité est un phénomène qui est en train d'exploser dans la cible dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que même qu'à votre niveau, vous le voyez, j'imagine, peut-être, dans le type de clientèle que vous avez. En tous les cas, il y a une aspiration différente d'il y a encore quelques années sur la manière d'aller chercher du dépaysement. C'est-à-dire que je vous parlais de Tordeur, là, le Mathieu, l'aventurier, machin. Le jour que je l'ai emmené en vélo, il me dit, mais là, on se baigne dans la Loire, mais jamais je pensais faire ça. En fait, je ne connais pas la France. Moi, j'ai mis les pieds dans 120 pays. Il a mis les pieds dans 120 pays autour du monde. Il ne connaît pas la France. Et ce phénomène de revalorisation de notre territoire, il est en train d'exploser. Moi, je l'entends partout à tous les interlocuteurs auxquels je parle. En fait, on a tourné le dos à la France longtemps, peut-être qu'on est encore en train de le faire parce que c'est tellement facile maintenant de partir en vacances à Bali, au Costa Rica ou en Islande ou en Laponie, mais qu'en fait on a un temps déjà de week-end de vacances qui est limité, et donc finalement on ne partait plus à la découverte de notre territoire. J'ai peut-être là un discours très parisien, où je parlais tout à l'heure c'est très facile d'aller à Roissy et de prendre un avion. J'ai peut-être un discours très CSP+, mais en tous les cas c'est une tendance moi que je vois et qu'on voit avec Chiloé, l'écho que ça trouve dans notre cible, qui est que il y a une nouvelle type de clientèle qui n'attend que mieux connaître vos offres en fait. Je sais pas si vous exactement, de mieux vendre vos territoires. Et nous, c'est ce qu'on propose de le faire. Alors on le fait parfois en partenariat, on le fait parfois gratuitement, mais en tous les cas, de trouver des canaux, et je pense que vous, c'est l'une des questions que vous devez vous poser, c'est quels sont mes canaux, peut-être que Chiloé en fait partie, mais quels sont mes canaux pour parler de mon offre à ces citadins qui en fait n'ont plus tant envie que ça de partir autant à l'étranger qu'ils l'avaient avant. Donc voilà, ça c'est sur la première question, c'est cette tendance de fond qui est en train, que nous on voit exploser, qu'on voit grandir. Et donc, et après moi ce que je vous propose, c'est là ce que j'ai exposé ici, c'est une manière de s'adresser à cette cible-là. Le côté décalé, le côté il faut que ce soit joli, il faut que ce soit ergonomique, il faut que ce soit facile à comprendre. Nous, c'est l'expertise qu'on peut apporter. Voilà. Et pardon, sur la deuxième question, un grand oui. Hein, je vous disais, la fierté. Je me balade toujours avec 2 kits Chiloé dans mon sac. On est en train de travailler sur des formats de guides. On voudrait un guide Chiloé Nouvelle-Aquitaine, on veut un guide Chiloé Occitanie, on veut un guide Chiloé ski de rando, un guide Chiloé. Et ça va arriver. On est en train de bosser dessus parce que, encore une fois, le numérique c'est sympa, mais vos trucs, ils disparaissent petit à petit. Donc oui. Depuis le début, c'est l'ambition. Ouais. Le routard était sexy à son époque, mais le routard, après, encore une fois, on parle avec les éditeurs, hein, ils nous disent, les guides, on vend beaucoup plus de guides indonésiques, de guides, je sais pas, les Monts du Lyonnais, quoi. Et, alors que le truc, il est là, quoi. Et en fait, c'est pas tant valorisé que ça en tant que destination.
Et nous, on voudrait que ce soit une fierté d'avoir ces guides Chiloé, Occitanie, PACA, etc. dans votre salon, plutôt que de dire j'ai fait la Nouvelle-Zélande, j'ai fait le machin. C'est super, mais c'est super, je l'ai fait tout ça. Mais il y a un truc où aujourd'hui, on a une responsabilité à revaloriser la proximité et la sobriété dans la manière de partir là. Oui. Ah d'accord, ok. Ouais, dernière question alors. Merci beaucoup. Oui, bonjour. J'avais une question qui concerne plus la typologie de vos clients. Aujourd'hui, vos clients, en fait, c'est concrètement à une grande majorité, on va dire, c'est qui? Est-ce que c'est des institutionnels, des offices de tourisme, etc. Ou est-ce que ça peut être des prestataires d'activités, des hébergeurs? Derrière la question, en fait, c'est par exemple, quand vous expliquez que vous avez travaillé avec Nice Marais Poitevin, donc c'est la destination qui vous a contacté, qui était votre client. Les hébergements que vous citez, les prestataires d'activités pour faire par exemple de la barque ou je ne sais pas ce qui est, j'ai pas lu, mais ce qui est dedans. Est-ce que c'est eux qui vous rémunèrent? Est-ce que c'est la destination qui vous a rémunéré? Comment les prestataires ont été choisis, etc., etc. Ouais, alors merci pour la question. Là, en l'occurrence pour le Marais Poitevin, c'est la destination qui nous a rémunéré. On a mis en avant quelques petites adresses dans le plan. Qui eux pour le coup n'ont pas eu, enfin voilà, ils l'ont été comme ça. Et en revanche maintenant on commence à avoir de plus en plus de prestataires, donc d'hébergeurs, parfois de guides qui nous contactent, et on a des offres pour le coup dédiées, enfin différenciantes forcément en fonction de la typologie de client. Ouais. Voilà. Vous faites aussi du storytelling autour d'un lieu particulier ou d'une activité, quoi. Exactement. Bah, on l'a fait ce matin avec une cabane dans l'Oise là. Et en fait, une cabane, il y a tellement des cabanes. C'est comment est-ce qu'on raconte une histoire spécifique autour de ce truc-là? Comment est-ce qu'on le mène avant? Alors il y a plusieurs leviers, et c'est notre job de les trouver, en fait, de trouver des manières différentes de raconter les. Et c'est voilà. Mais c'est tout l'enjeu, mais c'est tout ce que je trouve très excitant dans notre boulot. Voilà. Alors c'est pas. Excusez-moi, je voulais juste vous demander, vous connaissez les produits Terra Aventura? Pardon, il y a quelqu'un qui était en train de poser une question. J'ai pas entendu. Pardon. Vous disiez qu'est-ce qui fait la différence entre deux prestataires? Oui, comment vous travaillez pour une destination? Oui. Nous, on a le devoir d'exhaustivité ou de ne pas mettre quelqu'un en valeur plus que quelqu'un d'autre. Donc là, d'après ce que j'entends, c'est ce qui risque de Bien sûr. Ouais. Oui. Donc la question c'est comment est-ce qu'on choisit le type de prestataire. Il y a forcément, nous c'est forcément subjectif. Il y a un moment on se dit, on se met à la place de notre cible, on est notre propre cible, donc on se dit entre ce prestataire et ce prestataire, dans lequel est-ce que je me projette le mieux, et on choisit comme ça. C'est hyper subjectif. Le rôle de la destination effectivement c'est de nous fournir une liste exhaustive, et nous c'est de dire ça parlera à la cible Chiloé et ça moins. Donc c'est nous qui tranchons là-dedans. Oui, il faut y aller? Ok. Je suis désolé, hein, j'ai un train à attraper. Merci pour cet échange. J'espère que ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre, quel que soit votre rôle. Bonne journée, bonne fin de session. Et voilà, si vous pensez que si vous avez besoin de nous contacter, c'est par ici que ça se passe. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, des projets à faire ensemble, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
Voilà, c'est bien. En fait, je te montre comment les aligner. Ouais. Une question, c'est juste ça. Ouais, si tu peux les laisser allumer, si ça fait pas de problème. Je les éteindrai par contre. Merci.
Bonsoir. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence de clôture. Je vous laisse finir de vous installer. Et puis surtout, merci d'être encore là, parce que vous pouvez commencer un peu à fatiguer quand même. Et là, c'est le micro qui fatigue pour le moment. Ok. Alors, ça marche un petit peu mieux. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence de clôture. D'autant que vous devez commencer à être un petit peu fatigués. Il est 17h. La plupart d'entre vous sont là depuis 9h30 ce matin. Vous avez passé une grosse journée. J'en ai vu pas mal en rentrant dans la salle bâiller ou se tenir le cou, ce qui sont des signes de fatigue. Souvent, on vous dit de pas conduire dans cet état-là d'ailleurs. Bonne chance pour le départ. Moi, je suis là pour regarder, faire quelques expériences avec vous pour voir qu'est-ce qui reste dans votre cerveau à la fin de cette journée. Voilà. Alors, qui parmi vous, là, levez la main, a le sentiment aujourd'hui d'avoir déjà pas mal réfléchi? Allez-y, gardez la main levée, la main levée. Ok, donc c'est surtout au dernier rang. Les premiers rangs, ça réfléchit pas trop, j'ai l'impression. Et plus derrière, c'est les gens qui réfléchissent, parce qu'il y a personne qui a levé sa main au premier rang. Alors, je vise personne. Hein. Pour expérimenter cela, je vais avoir besoin, parmi ceux qui ont levé la main, de venir sur scène, faire une ou deux petites expériences de rien du tout. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous taper la fiche, mais il me faudrait 2 volontaires, s'il vous plaît. 2 volontaires, sinon je vais les chercher. Allez, qui a du courage? Oui! Allez, un monsieur pour le deuxième, pour équilibrer. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Marie-Claire. Marie-Claire, ok, je vous laisse vous installer derrière le pupitre. Un deuxième volontaire? Il n'y en a pas? Vous, monsieur. Et ouais. Là, c'est pour détendre l'atmosphère, pour détendre votre cerveau émotionnel, notamment. Faites gaffe parce que j'ai pas fait exprès, en fait. Alors, je vais vous tendre un micro.
Monsieur, je vais vous tendre un micro aussi. Vous appelez comment? Bon, Ah, ok, ils se connaissent. Bonjour. Donc Justin et Marie-Claire vont se prêter à 2 petites expériences pour s'amuser comme ça en fin de journée, hein. Je vous montre cette image-là. Et Justin, je vais vous demander en premier, qu'est-ce que ça vous évoque cette image? Un gâteau, une pâtisserie. Un gâteau, une pâtisserie, d'accord. Une fête, mais pas forcément un anniversaire, parce qu'on a un peu de lumière, etc. Ok, Est-il allez-y, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, un événement, quelque chose, mais pas forcément engageant, parce que on a vu plus beau comme gâteau, je pense. Ok, Oui, allez-y. Autre chose à dire? oui, une pâtisserie que l'on mange enfin, avec des amis, avec de la famille. Ok, merci pour cette expérience. Je voulais juste savoir ce que vous ressentiez sur ce premier exercice. Maintenant, je vais vous demander un sentiment sur un deuxième exercice. Alors, je vais vous demander à vous, Marie-Claire, Oui, de me dire, c'est un exercice, hein, vous allez me dire si les mots de haut en bas, de gauche à droite, sont en majuscule ou en minuscule. Vous ne lisez pas le mot, vous me dites juste s'il est en majuscule ou en minuscule. Donc vous descendez comme ça, là. Vous avez compris l'exercice? oui, comme ça. Oui, je vais essayer. Vous descendez et vous me dites s'il est en minuscule ou en majuscule. Oui. Allez-y. Alors, minuscule, Oui. majuscule, minuscule, minuscule, majuscule, majuscule. Papa. Allez-y, continuez. Ouf. Ah, là, il y a un truc. Non, c'est bien. Minuscule, majuscule. Ah, mais pourquoi on dit toujours minuscule, majuscule? Allez-y. Minuscule, majuscule, Oui. minuscule, minuscule, minuscule et majuscule. On l'applaudit bien fort. Alors, même type d'exercice pour vous, Justin. Vous allez non pas me lire le mot, mais me dire la couleur de chacun des mots. Ok. Allez-y. Rouge, blanc, vert, bleu, noir, vert, rouge, marron, blanc, bleu, rouge. Blanc, vert, noir, rouge, marron, bleu, noir, marron, vert, blanc, vert, noir, rouge, bleu. Bravo. Merci beaucoup. Alors, il y en a qui ont rigolé, mais sans déconner, c'est pas facile cet exercice, je le fais souvent. Et notamment à ce moment-là de la journée, ça devient de plus en plus dur. Parce qu'on doit résister un petit peu dans son cerveau à un instinct pour aller un petit peu à l'encontre de cet instinct. Alors, est-ce que vous pouvez me dire lequel des deux exercices, entre le gâteau ou l'exercice de lecture, a été le plus agréable? Moi, je préférais l'exercice. Vous préférez l'exercice, d'accord? L'exercice, la lecture, oui. Ok, donc on a des gens qui sont stimulés intellectuellement par les exercices. Merci de cette réponse. Je vais enfin vous faire un dernier petit exercice. Alors, c'est un exercice de maths cette fois-ci. Et après, c'est le dernier, après j'arrête de vous en parler. Merci, à bientôt. Alors, je vous laisse vous concentrer, mais répondez assez rapidement. Une raquette et une balle coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Une euro 10. La raquette. Allez-y. De toute façon, il y a un piège. Oui, forcément. Google, mon ami. Oui, on pose la question à Google. N'ayez pas peur. Franchement, je décomplexerai les choses après. Je sais pas, 2,10 € peut-être. 2,10 €. Une raquette et une balle coûtent 1,10 €. La raquette et la balle coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Allez, plus que 5 secondes, il me faut une réponse. Justin? 10 centimes. 10 centimes. Marie-Claire?
2,10 € ou 1,10 €. 1,10 €, d'accord. Dans le public, combien vous auriez dit 5, j'entends des 5 centimes et des 10 centimes. 5, ok, on insiste sur 5. Alors la réponse est 5 centimes. Bon, pour ceux qui ont besoin de se le refaire, je vous laisse prendre en photo et de le refaire ce soir en rentrant. On n'est pas là pour faire des maths, donc je vous fais l'exercice rapidement, mais si la raquette plus la balle coûte 1,10 € et que la raquette c'est une balle plus 1,10 €, je vous le fais avec 5 centimes par exemple. La raquette et la balle coûtent 1,10 €. Donc, si la raquette coûte 5 centimes, elle coûte 1 € de plus que la balle. Enfin, pardon, si la balle coûte 5 centimes. Moi aussi, je suis fatigué. Ouais, on va le faire dans l'autre sens. Imaginez que la balle coûte 5 centimes. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Donc, la raquette coûte 1,05 €. Oui. La raquette plus la balle, 1,05 € plus 5 centimes, font 1,10 €. OK. Bravo. Ouais, il y a du level. Hein. En fin d'après-midi, c'est dur. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un exercice de niveau collège. Bon. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans ce type de conférence, 90% des gens échouent pour cet exercice simple. Et puis surtout... Attendez, j'ai une question avant. Est-ce que vous pensez que ces deux personnes manquent d'intelligence? Bien sûr que non. Merci. Merci. Merci de votre bienveillance. Bien sûr que non. Et je vais même aller plus loin. Cet exercice, il a été fait pendant la cour entre les cours sur les campus de Harvard, de MIT, de Princeton, donc un peu l'élite, on va dire, américaine. Plus de 50% des étudiants ont échoué. Plus de 50% des étudiants ont donné souvent la réponse instinctive qui était 10 centimes, mais ces gens-là, qui font des maths toute la journée, qui font de l'analyse, etc., ont échoué à cette question qui est de niveau collège, tout comme vous. Mais c'est normal. Alors, je vous remercie. Je vous laisse rentrer à votre place. Et avant quand même, je vais vous offrir un petit gâteau pour reprendre un petit peu d'énergie, parce qu'il s'agit tout simplement, c'est la fin de journée, et vous n'aviez pas du tout envie de répondre à cet exercice. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tous d'accord pour dire que Marie-Claire et Justin ont des ressources mentales, ils savent faire ce type d'exercice, mais ils n'ont pas réussi à ce moment-là aujourd'hui. Bon, il y a la scène aussi qui joue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont tout simplement des êtres humains. Ce sont tout simplement des êtres humains. Et pour comprendre même ce qui s'est passé, il faut bien comprendre c'est quoi un être humain. C'est quoi un être humain? Alors, un être humain, notamment dans sa vie mentale, elle est régie par deux agents. On a souvent une sorte de conception, on a un cerveau gauche, un cerveau droit, etc. Ça a été très bien théorisé par Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui a donné une lignée à tout un tas de prix Nobel d'économie, dont Richard Thaler, par exemple, prix Nobel d'économie en 2017. Et la particularité des économiciens avec du talent ces 20 dernières années, c'est qu'ils ne viennent non pas des sources mathématiques, etc., c'est qu'ils viennent des neurosciences, de l'économie comportementale, et plutôt que de présupposer que l'être humain est un être rationnel, comme on le fait depuis à peu près 200-300 ans en sciences économiques, eux, ils observent l'être humain dans des situations et ils se disent, non, l'être humain, il agit souvent émotionnellement. Donc, l'être mental est régi par deux systèmes. Le système 1, pensée rapide, intuitive, immédiate, incontrôlée, c'est-à-dire conduire une voiture, marcher, manger, faire un travail qu'on a l'habitude de faire. Et puis, le système 2, qui, lorsque le système 1 n'est pas suffisant, prend le relais. Donc ça, c'est par exemple apprendre à conduire. Conduire, on le fait en système 1 habituellement, mais quand on ne sait pas conduire, c'est un exercice mental puissant. Donc il faut apprendre à conduire. Un devoir de mathématiques inconnu. L'assemblage d'un meuble Ikea. Ou se retenir de ne pas insulter son supérieur hiérarchique qui vient de nous mettre à taquer, par exemple. Ça demande le système 2 parce que je ne lui réponds pas que je le déteste, mais je prends sur moi et je dis cette chose-là, par exemple. Donc tout ça, c'est système 2. Donc, Daniel, la particularité de ce système 2, c'est qu'on l'utilise un minimum de fois dans la vie. En fait, en réalité, donc, par exemple pour Daniel Kahneman, 90% de notre vie mentale, elle est régie par le système 1. Le système 1, il domine notre vie. Il domine vraiment notre vie. C'est avec lui qu'on vit au quotidien. Et s'il y a vraiment une chose à retenir de
de ce moment, c'est qu'on est beaucoup moins des êtres calculateurs qu'on ne l'imagine. Donc j'aime bien une des citations de Daniel Kahneman qui dit la loi générale du moindre effort s'applique aussi bien à l'effort physique qu'intellectuel. S'il existe plusieurs façons d'atteindre le même objectif, les gens finiront par graviter par celui qui prend le moins d'énergie. La paresse est profondément ancrée dans notre nature. C'est ce qui s'est passé dans notre exercice de maths tout à l'heure. C'est que finalement, pourquoi utiliser une concentration énorme pour répondre à ce problème alors qu'il n'y a rien à gagner, ça ne vaut pas le coup, il ne m'a même pas promis un chèque de 200 € à la fin, etc. Si je vous avais promis quelque chose d'énorme, il est possible que vous ayez réussi à cet exercice. Il est fort possible même. Tout ça pour dire, en ayant cette vision de l'être humain, alors je pourrais faire 1 heure sur le sujet, mais pour prendre quelques leçons, mettez-vous maintenant dans les chaussures du mec qui rentre du boulot, qui arrive chez lui pour chercher ou réserver ses vacances. Comme vous, là, vous qui avez fait 2-3 exercices de maths, etc., dites-vous, après une longue journée, mettez-vous dans les chaussures du potentiel touriste qui est chez lui après 18 heures et qui réserve ses vacances. Faites preuve d'empathie avec ce mec-là parce qu'il ne lui reste pas beaucoup de jus. Il ne lui reste pas beaucoup de jus pour faire des efforts mentaux, même qui ne sont pas hyper énormes. S'il vous plaît, ne lui demandez pas d'effort mental, rendez-lui la vie simple. Et c'est en lui rendant la vie simple, en attaquant son cerveau émotionnel, que vous y arriverez le mieux. Parce qu'il n'aura pas forcément envie d'y mettre de ressources. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Là, on est sur un site de Burger King International. On est sur la page de contact. À votre avis, le visiteur du site de Burger King remplira-t-il ce formulaire, sachant que des élèves de Harvard n'ont même pas fait l'effort de faire un calcul simple qui était largement à leur portée? À votre avis? Je ne vous entends pas. Merci. Eh ben non. Faites preuve d'empathie et dites-vous, quand quelqu'un arrive sur mon formulaire de contact, c'est que je n'ai pas été capable de lui délivrer l'information qu'il cherchait. Il est obligé d'aller sur mon formulaire de contact pour avoir l'information qu'il recherchait. Donc je ne vais pas profiter de ce formulaire de contact pour lui demander 10 000 informations dont je pourrais profiter derrière, etc. C'est bien, sauf que ça va le faire fuir. Parce que je n'ai pas fait assez preuve d'empathie avec lui. S'il est sur mon formulaire de contact, c'est parce que je n'ai pas complètement réussi à répondre à son besoin, donc je fais preuve d'empathie, je lui rends la chose simple. 3 champs, nom, email, message. Quelques études d'ailleurs démontrent, donc par exemple je prends une étude HubSpot, passer de 4 à 3 champs augmente de 50% le taux de conversion. Moins il y a de champs, plus vous avez de chances que les gens le remplissent. Parce qu'ils ont la flemme, ils n'ont pas envie de remplir les 10 champs que vous leur avez demandé. Et puis il y a même une peur, je vous parle juste du numéro de téléphone. C'est quelque chose qui fait, c'est un trigger émotionnel qui est un bloqueur. Si vous mettez un numéro de téléphone obligatoire, les gens ils vont arrêter parce qu'ils auront peur que vous les polluiez sur leur téléphone portable. Donc mettre le numéro de téléphone comme optionnel et non obligatoire fait passer le taux d'abandon de 39% à 4%. Donc revenez un petit peu en arrière, ne demandez pas trop de données à l'utilisateur. En plus, vous arrivez à les avoir d'autres manières parce que c'est un blocage pour lui. Alors, deuxième exemple, là c'est une analyse intéressante d'un site internet où on arrive à voir en fonction du taux de conversion horaire, donc là on a de minuit à 23 heures, et puis on voit que le taux de conversion pendant la nuit ou en soirée après 18 heures est plus faible que le taux de conversion pendant le jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous sollicitez probablement trop le système 2 de vos visiteurs. Parce qu'ils convertissent uniquement pendant qu'ils ont aux heures de la journée où ils ont le plus de jus, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les heures de la journée où ils sont le plus en train de faire des achats en ligne, puisqu'ils sont au boulot. Donc là où il y a les plus gros taux, c'est du 9h à 17h, c'est là où les gens ont le plus de jus, alors que les taux sont faibles en soirée. Ça montre bien que votre processus est trop rationnel, vous êtes lourd en gros. Enfin, ça veut dire, quand on a un site comme ça, qu'on est un peu trop lourd sur notre site et qu'il faudrait un petit peu simplifier, plus faire d'images, plus faire de choses simples que de choses compliquées, parce que ça ne convertit plus quand il n'a plus de jus, l'utilisateur. Alors, maintenant une publicité. J'ai travaillé sur le secteur du camping-car pendant 3 ans. J'ai accompagné des acteurs importants sur ce secteur-là. Et puis, dans les magazines de camping-car... C'était dur, le point de départ qu'on avait, parce qu'on avait essentiellement ce type de publicité-là. Alors, à votre avis, le lecteur d'un magazine de camping-car fera-t-il l'effort de chercher à lire ou à comprendre tout ce qu'on lui a écrit, sachant que les élèves de Harvard
n'ont pas fait l'effort de faire un calcul simple. À votre avis? Je ne vous entends pas. Hein? Ouais, merci. Il y a trop de texte, sachant qu'en plus, par défaut, on a plus confiance en un article de presse qu'en une publicité, sachant aussi qu'une publicité interrompt le lecteur dans son expérience de lecture. Il n'a pas demandé le lecteur à avoir des publicités. Faisons l'effort d'être sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel avec moins de texte, parce que là, on lui demande trop d'efforts. On ne le respecte pas assez, le lecteur, ici, quand on fait ça. Et puis je vais terminer par une expérience de réservation personnelle qui montre bien que le processus rationnel, c'est pas forcément ça qui marche. C'était il y a quelques années, j'étais en train de réserver des vacances en Corse. Et moi, quand je réserve des vacances, je suis radin. Et deuxièmement, je suis à la recherche de la bonne affaire. Donc je me mets en mode de 23h à 4h du mat, je compare. Je vais sur tous les sites où je peux comparer pour chercher le meilleur deal entre qualité de vacances, authenticité, mais aussi meilleur prix. Et donc je compare pendant toute ma soirée pour chercher des vacances en Corse. Et à la fin, j'ai réservé des vacances en Sardaigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, peut-être que je me suis un peu fatigué mentalement, et puis il y a une image, je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais elle m'a une image de Sardaigne qui est apparue pendant ma réservation de vacances en Corse, enfin pendant ma recherche, qui m'a séduit, et je pense que j'étais un peu cuit à ce moment-là, et puis il y avait à peu près tout ce qu'il fallait, je vais pas recomparer 10 000 fois, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait dans mes critères, j'ai réservé en Sardaigne. Comme quoi, parfois, une simple image peut dévier un parcours qu'on a trop rationalisé. Je vous remercie. Et avant de vous quitter, changez rien. Bien, mais écoutez, on arrive à la fin de cette seconde édition de la journée des experts du tourisme. D'abord, merci à vous toutes et tous d'être venus nous rejoindre. C'est pour tout le monde, et notamment les équipes qui ont œuvré c'est matérialiser votre confiance. Donc merci à vous tous. Avant de vous inviter à avancer vers le cocktail de clôture où vous pourrez continuer, puisque c'est un des éléments que vous souhaitez dans cette journée des acteurs, c'est des experts du tourisme, c'est à la fois apprendre, monter en compétences, prendre de la hauteur, vous accompagner, mais c'est également vous en profiter pour vous voir. On se voit de moins en moins, d'échanger entre vous. Donc un dernier moment vous sera proposé lors de ce cocktail. 2 petites informations concernant Charente Tourisme. Premièrement, notre déclic saison qui permet d'échanger la documentation touristique qui aura lieu le 26 mars à Cognac. Donc un rendez-vous qui permettra à la destination d'être prête pour accueillir les touristes dès les vacances de Pâques. Et puis en lien bien évidemment avec la première intervention de ce matin, on va commencer notre première pierre ou parmi les pierres à poser dans le développement durable, à vous inviter à nous remettre les tours de cou, soit dans les bacs qui seront à votre disposition à la sortie, soit aux équipes. Et du coup, aujourd'hui, on aura, j'allais dire, un niveau de pollution un peu moindre. Je vais me permettre d'inviter l'ensemble de l'équipe, alors de l'équipe de Charente Tourisme à me rejoindre, mais également l'équipe de l'Office de tourisme de Jonzac et de la Haute-Saintonge, l'équipe du Centre des Congrès, même si certains malheureusement vont pas pouvoir s'approcher. Donc j'aimerais bien pas me répéter. Donc voilà, cette journée, elle nous tient à cœur. On espère qu'elle a répondu à vos attentes. C'est naturellement un travail d'équipe. Alors, ça fait beaucoup de monde, puisque en plus depuis le 1er janvier, donc nous avons fusionné avec l'Office de tourisme des Vals de Saintonge. Donc maintenant, c'est plus de 60 personnes, mais c'est avec en plus l'équipe donc locale de Jonzac, la Haute-Saintonge et du Palais des Congrès. Donc voilà, la réussite de cette journée passe par cette équipe. Ce sont toujours souvent des gens qui sont un peu dans l'ombre, qui sont pas dans la lumière, mais la réussite d'une journée comme celle-là où la réussite de ce que l'on met en place, tant en communication qu'en accompagnement des acteurs. Moi, j'ai l'habitude de dire que une structure, notamment institutionnelle comme les nôtres, que ce soit un office de tourisme, que ce soit un CDT, un CRT, Brigitte Bloch était parmi nous et je suis sûr qu'elle ne me démentira pas,
C'est d'abord la valeur humaine qu'on apporte à nos collaborateurs et on essaye de reconnaître cette valeur humaine. Et donc c'est un peu le moteur à réaction de la structure, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce jus de cerveau, on a employé ce mot-là ce matin, s'il n'y avait pas une envie de vous accompagner au quotidien pour essayer d'être à vos écoutes, eh bien vraisemblablement qu'on serait en échec par rapport à notre mission. Donc à nouveau, merci à vous toutes et à vous tous. Voilà, l'ensemble de l'équipe. Alors ça prend un peu de temps. Je ne sais pas ce que ça donnera dans les prochaines années. Je ne sais même pas si la scène sera suffisamment grande, qui sait. Mais en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous, car au-delà de cette journée, c'est le travail de quotidien qu'ils font. Et puis, vous savez, à Charente Tourisme, on n'a pas peur d'employer le mot entreprise, parce que pour nous, on doit répondre aux besoins, on doit apporter des solutions, on essaie, c'est notre quotidien. Et on se donne des objectifs, des indicateurs, et je vous propose de construire avec vous un nouvel objectif qui, en plus, souvent chez nous, donne lieu à des primes de fin d'année. Donc ça dépendra de vous. Je vous propose tout simplement un nouvel indicateur, l'applaudimètre, et je me permets de vous demander de les applaudir. Bravo. Encore merci en leur nom et je vous propose de clôturer par un moment de convivialité et d'avancer vers le cocktail. À nouveau, un grand merci à vous toutes et tous. Merci. C'est vrai? C'est dingue, il n'y a pas grand monde qui arrive. Hein. Tu m'as mis des conditions un peu hard au début, tu risquais pas de monter sur scène.